Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie I. Des points de vue théoriques. Notre démarche résulte d'expériences, de vécus, de lectures, d'études qui s'articulent autour du même intérêt pour un phénomène très spécifique, le refus de l'école. Ces 3 premiers points de vue ont pour ambition d'aller explorer les sources qui nous amènent à poser la question du refus de l'école, comme le signe de ce qui se joue entre un sujet et son environnement social. Refuser l'école est un fait pour lequel tout un chacun a sa propre définition. Les uns, sans s'y être penchés, ne comprennent pas le refus, l'école étant pour eux un modèle exemplaire de complétude, les autres n'y voient que le rejet d'un système totalitaire. Entre ces 2 oppositions, nous pourrions décrire une série de cas particuliers. Ces points de vue théoriques viennent s'articuler autour d'une revue de littérature, exercice de style classique dans ce domaine, reprenant, depuis 1932 et l'apparition du terme après quelques décennies d'interrogations sur des élèves absentéistes. Pour les éclairer, nous avons choisi de distinguer des approches, différentes mais complémentaires. L'approche anglo-saxonne, l'approche francophone et l'approche japonaise. Non que la langue soit intrinsèquement un facteur de mode de pensée si différent, mais que des écoles, des modes d'appréhension peuvent être distingués dans la littérature. Parlant d'école, nous ne privilégions que la compréhension de ces modes d'approche, entendant que la réalité est tout autre et que les cliniciens de ces 3 sphères empruntent à d'autres écoles. Le point de vue psychosocial, c'est une manière de dire que l'intérêt que nous pouvons accorder aux représentations des uns et des autres nous a amenés, Brandy-Bass, 2005, à considérer que le refus de l'école pouvait être influencé dans sa théorisation par ce qui avait initié son intérêt. Avant de proposer définir notre position conceptuelle caractérisant les difficultés liées au refus de l'école, nous tenterons une synthèse de ce qui peut être spécifique d'un phénomène perceptible au cours de l'adolescence. Pour ce faire, nous aborderons les questions délicates du processus de séparation, individuation avec sa reviviscence durant la période juvénile. Ce fait implique le processus d'intégration du non comme organisateur psychique, une donnée conjointe à la donnée précédente. Séparation, individuation et intégration du non nous paraissant essentielles dans la compréhension des remaniements psychiques de l'adolescence. I1. Point de vue historique. Revue de LITTERATURE. Le premier point de vue est celui de la littérature sur le refus de l'école, ce qui conduit à une réflexion sur le statut possible d'une entité clinique, tant ce premier point de vue nous montre combien l'exploration de ce phénomène met en tension des divergences de vues. 4 sections le composent. Nous présenterons dans un premier temps les aspects historiques, 1, puis nous proposerons une analyse en 3 points. Le refus de l'école est un concept hétérogène, 2, ce qui rend difficile de l'inscrire dans une classification, 3, mais peut-être est-il possible de le modéliser afin de le rendre lisible, 4. I1.1. Aspect historique. Nous avons choisi de distinguer plusieurs courants de pensée dans les recherches faites depuis plusieurs dizaines d'années sur le refus de l'école. Nous avons appelé ces courants de pensée des écoles en ce qu'elles reflètent, d'une certaine façon, les courants dominants dans les formations et les approches de 3 ensembles. L'école anglo-saxonne dans laquelle le courant cognitivo-comportemental est la principale obédience, étayée par la théorie de l'attachement. L'école francophone dans laquelle la psychopathologie clinique est plus usitée, position utilisant la théorie psychanalytique pour expliquer et comprendre des phénomènes psychopathologiques, le refus de L'. École y étant par ailleurs un des symptômes explorés, l'école japonaise, car des études sur le refus de l'école témoignent à la fois d'un souci de compréhension clinique et d'une inquiétude sociologique dans un pays dans lequel la pression scolaire est considérable. L'exposé des courants cités ne représente pas l'exhaustivité de ce qui a été fait, mais leur articulation met en évidence la difficulté d'organiser une entité clinique en tant que concept scientifique. I1.1.1. Les premières études, une tentative de classification et de description. Dès l'instauration de l'école obligatoire dans le monde occidental, le problème de l'absentéisme s'est posé, Kearney 2000. À côté d'un absentéisme banalisé et toléré dans les milieux ruraux, une autre forme est considérée en tant que déviance aux règles légales d'éducation que doivent donner les parents, et en tant qu'acte de délinquance de la part d'enfants, Heuer 1914.
Kearney 2000 énumère les quelques recherches de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui se sont intéressées à ce problème. Il s'agissait à l'époque de relever essentiellement les facteurs sociaux, problèmes économiques, parents qui négligent leurs enfants, et les facteurs scolaires, mauvais résultats scolaires, intelligence faible, à l'œuvre dans l'école buissonnière. Brodwin, 1932, note pour la première fois que l'absentéisme peut représenter un acte de défiance, une tentative pour obtenir de l'amour ou pour s'évader de situations réelles auxquelles il est difficile de faire face. Il souligne ainsi que l'absentéisme ne résulte pas seulement d'un acte de déviance, mais aussi de problèmes affectifs, montrant l'importance de l'anxiété et présente chez certains truands, ces écoliers des buissons. Sur le plan psychopathologique, l'auteur interprète ce type d'absentéisme comme résultant d'une névrose à caractère obsessionnel. Plus tard, Partridge, 1939, confirme les résultats de Brodwin en distinguant un type d'école buissonnière composé d'enfants timides, anxieux, qu'il intitule « psychoneurotic truancy or school refusal ». Pour la première fois, on ne signifie plus l'acte, s'absenter, mais la position qu'il désigne, refus de l'école. Cet intérêt pour un phénomène d'absentéisme non déviant va croissant, et les tentatives d'explication vont s'orienter vers la cause de l'anxiété, c'est-à-dire les peurs que ressentent les enfants, leur vécu des attentes de l'école et de leur famille. Johnson, Fallstein et al., 1941, s'intéressent à un trouble très spécifique que rencontrent les cliniciens auprès des enfants et adolescents. Ils se rendent compte de l'impossibilité de certains enfants de venir à l'école, impossibilité physique, sueur, tremblements, maux de ventre, et psychique, très grande peur ressentie au moment de venir à l'école. Les chercheurs apparentent vite cette impossibilité à la phobie, et proposent alors un haut type d'absentéiste, le phobique scolaire, qui se caractérise, comme l'avait dit auparavant Brodwin, par un trouble névrotique, avec des tendances obsessionnelles et phobiques. Le terme de phobie scolaire fut ensuite utilisé pour caractériser les absentéistes anxieux, ceux qui font l'école buissonnière pour des raisons dites psychologiques. Ces raisons seraient plus du côté de l'incapacité à, que de la non-volonté de. Quelques années plus tard, Johnson, 1957, revient sur sa position et sur le terme de schoolphobia, qu'il définit en fait comme un symptôme de l'anxiété de séparation. Ce choix aura une conséquence sur l'utilisation de ce terme, mais aussi sur les nosographies qui citent la phobie scolaire ou encore le refus d'aller à l'école comme des critères du trouble d'anxiété de séparation. D'une acception spécifique, caractérisant un trouble assez envahissant, la phobie, le terme de schoolphobia est devenu un terme générique employé indifféremment avec le terme school refusal behavior, Kearney, Eisen et al., 1995, et même Truancy. D'ores et déjà le parallèle est fait avec l'anxiété de séparation, et l'intérêt porté sur le fonctionnement familial, d'une mère surprotectrice et retenant parfois son enfant à la maison, et d'un père effacé voire physiquement absent. Malgré tout, l'étude du processus en jeu dans la phobie scolaire, contemporaine de l'apparition de plus en plus fréquente des phénomènes d'absentéisme, amène les auteurs à proposer des classifications, distinguant pour la plupart un type névrotique anxieux d'un type caractériel déviant. Ainsi, Coolidge, Anne et al., 1957, distingue deux types de phobiques scolaires. L'un correspondant à celui qui a déjà été décrit, de type névrotique, et l'autre correspondant à un type qu'ils définissent comme caractériel, en référence au concept original d'école buissonnière névrotique ou school refusal. Plus tard, Berg, Nichols et al., 1969, propose une définition du refus de l'école, largement utilisée depuis dans la majorité des recherches anglo-saxonnes. Un élève en refus se définirait de la manière suivante. Il a des difficultés pour assister aux cours. Il a des difficultés d'ordre psychique lorsqu'il essaie d'y aller, telles que la peur, la colère, les maux d'estomac. Il n'a pas de comportements antisociaux. Ses parents savent qu'il reste au domicile pendant les heures de cours. À partir de là, les différentes études sur le refus de l'école s'appliquent à le préciser. Ersoff, 1990, Lee et Miltenberger, 1996, Elliott, 1999, à en comprendre l'étiologie et les déterminants. King, Hollendick et al., 1995, Kahn, Nurston et al., 1996, Bernstein, Crosby et al., 1996, ou encore à L'. Inscrire dans une lecture cognitivo-comportementale, Kearney et Silverman, 1990, King, Hollendick et al., 1995, King, Hollendick et al.,
1996, ou encore à en faire une lecture psychanalytique, Gaspard 2001. Toutefois, le concept de school refusal ou encore schoolphobia reste hétérogène. Atkinson, Carrington et al. 1985 montre qu'il est difficile de trouver une assise théorique commune. Dans une telle perspective, Kearney et Silverman, 1990, Kearney et Bisley, 1994, puis Kearney et Silverman, 1996, proposent un autre type d'approche. S'intéresser aux fonctionnalités des comportements de refus de l'école permet en effet d'élaborer un diagnostic différentiel et à partir de là, d'adapter l'intervention clinique. I1.1.2. L'école francophone vers d'autres types de refus. Cette approche, si elle nous séduit par son pragmatisme et sa pertinence théorique, Brandibas, Genier et al. 2000b, ne nous satisfait pas pour autant car elle met de côté un certain nombre de questions abordées par ailleurs en France et au Japon. L'école francophone propose en effet de conserver le concept de phobie scolaire dans sa spécificité, tout en respectant les conditions posées par le domaine théorique qui étaye ce concept. Même si dans un premier temps, l'utilisation du terme schoolphobia se fait dans la même acception, c'est-à-dire entendu comme un refus anxieux de l'école. Ainsi, Lebovici et Le Nestour 1977 définissent la phobie scolaire comme une forme particulière du refus scolaire. Ils reviennent ainsi à une définition princeps qui permet de proposer un diagnostic qui correspond effectivement à la sémiologie et au processus qu'il laisse supposer. De plus, nous avons pu constater que les études anglo-saxonnes sur ce sujet s'intéressaient exclusivement au phénomène d'absentéisme, sous une forme particulière pour laquelle on pouvait repérer la souffrance de l'élève. Or, c'est mettre de côté les élèves qui présentent les mêmes types de problématiques, mais qui ne passent pas à l'acte, ou encore qui restent en dessous du seuil défini par les chercheurs. C'est pourquoi ce seul critère très relatif, s'il doit être pris en compte, doit être relativisé. À partir de là, l'école française ajoute au refus de présence celui de l'investissement. De Haruriaguera, 1980, propose notamment une distinction entre refus scolaire franc, caractérisé par une opposition consciente et englobé dans une opposition caractérielle plus générale, et le refus scolaire passif, plutôt caractérisé par un manque d'appétence et une passivité qui n'entraîne pas nécessairement de l'école buissonnière. L'utilisation du concept de phobie scolaire se fait donc en France d'une manière plus restrictive, s'en tenant avant tout à ce que suppose la phobie, en tant que symptôme préval et envahissant. Par exemple, Lida Poulik, Collin et al. 1996 propose d'explorer la problématique de phobie scolaire dans ce qu'elle a de particulier à l'adolescence. Il montre comment des enjeux psychopathologiques différents, tous liés au processus inhérent au développement de cette période de la maturation psychique, peuvent avoir pour conséquence un même symptôme phobique. Ainsi, les défaillances des assises narcissiques, la souffrance dépressive et le défaut de secondarisation des processus psychiques peuvent trouver une expression symptomatique sur le lieu de l'école. Un même symptôme peut avoir différentes sources conflictuelles. Aussi faut-il interroger ces sources au-delà de cette seule source. Ces auteurs font également le lien entre le phénomène de phobie scolaire et la phobie du fonctionnement mental. Ce lien nous montre combien l'école peut faire émerger d'une manière saillante des conflits anciens, et combien le critère d'absentéisme peut sembler à lui seul insuffisant. En effet, la phobie du fonctionnement mental et en deçà, l'inhibition intellectuelle ou la difficulté d'élaboration, peut trouver d'autres thèmes d'expression tels que des passages à l'acte violent ou une passivité dépressive. I1.1.3. L'approche des Japonais, un compromis et un élargissement. L'intérêt pour le phénomène de refus de l'école au Japon commence dans les années 60, Honma, 1986 Nakan, 1990 Sonjo, Kasahara et al. 1992. Eu égard au nombre croissant d'élèves qui s'épuisent devant un système scolaire très demandeur, basé sur la compétition et la nécessité économique, Orio et Sabouret, 1990 Yonyama, 2000. En effet, nombre d'auteurs notent l'augmentation considérable du nombre de ces élèves repérés durant cette période, Honjo, Kasahara et al. 1992. Lors du colloque organisé au Japon en 1990, dont les actes sont publiés dans Shiland Young et al. 1990A, Shiland Young et al. 1990B, le refus de l'école est relevé par les participants comme un phénomène grave et croissant. Il est,
comme dans les études antérieures, expliquée par l'influence de l'industrialisation dans l'organisation et le fonctionnement de l'éducation dans ce pays. Les enfants n'y sont reconnus que par leur utilité pour l'économie et l'entreprise, et non en tant que personnes. Sans entrer dans ce débat sur fond idéologique, nous relèverons un autre débat qui a eu lieu entre les chercheurs japonais depuis les années 60. Ce débat concerne la définition même de refus de l'école et sa nature conceptuelle. Sa définition s'origine dans les études américaines des années 30 et 40, et repose donc sur la notion d'assiduité. Une partie des cliniciens et chercheurs reprend donc le concept à sa source et s'intéresse à ses élèves, surtout adolescents et étudiants, qui ne peuvent ou ne veulent pas aller à l'école pour des raisons autres que délinquantielles ou motivationnelles. En revanche, d'autres cliniciens et chercheurs ajoutent au problème de l'assiduité celui de l'appétence. En conséquence, on retrouve dans quelques études sur le refus de l'école ce critère à travers la référence aux élèves qui n'aiment pas l'école, School Dislike, Honjo, Kasahara et al. 1992, ou encore les haïsseurs de l'école, Nakan 1990, sans pour autant en être absent. L'appétence y est donc constitutive du refus de l'école, au même titre que l'assiduité qui en serait en fait une manifestation apparente. La nature de ce concept est également discutée au Japon. Il s'agit d'un débat que l'on retrouve par ailleurs Kearney, Eisen et al. 1995, et qui consiste à envisager le refus de l'école soit comme une entité clinique à part entière, Honjo, Kasahara et al. 1992, soit comme un symptôme décrivant une problématique plus centrale, Yamazaki, Kurita et al. 1990, cité par Honjo, Kasahara et al. 1992. Honjo considère que le refus de l'école relève d'une entité clinique lorsqu'il apparaît chez des adolescents ou des préadolescents, à partir du moment où il relève d'un profil très particulier qui s'installe et se manifeste selon un processus bien défini. Pour illustrer, le profil concerne l'attitude docile et obéissante de ses élèves, qui ne parviennent pas à exprimer ni même à élaborer leurs propres désirs face à une mère envahissante, anxieuse qui manipule ses enfants comme des poupées. Le processus ressemble de près à ce qui est décrit par ailleurs pour la phobie scolaire. L'adolescent se prépare pour aller à l'école, mais s'entête jusqu'à l'agressivité plus le moment approche de s'y rendre, agressivité souvent accompagnée de plaintes somatiques. Ses parents finissent par capituler et il passe le reste de la journée chez lui. Une fois de plus, la présence très forte de la mère, pourtant dénuée d'affectivité ou de relations affectueuses, à laquelle s'ajoute l'absence physique ou psychique du père, sont cités comme signes distinctifs dans ce type de problématique. Murray, 1990, Nakan, 1990, Honjo, Kasahara et al. 1992. Yamazaki, Kurita et al. 1990, invite à la prudence quant au diagnostic de refus de l'école, dans la mesure où il diffère selon les cliniciens en raison de son absence de classification internationale. Il souligne que seuls 47% des psychiatres qu'ils ont interrogés reconnaissent le refus de l'école comme une entité clinique, et 97% comme illustrant un état particulier ou un diagnostic syndromique. Ils proposent d'illustrer leur argument par la présentation de 2 études de cas aux psychiatres interrogés. Un cas préalablement diagnostiqué de refus de l'école, et un qui ne présentait pas de refus de l'école. Seuls 71% des psychiatres portent le même diagnostic pour le cas de refus de l'école, tandis que 97% sont d'accord avec le second diagnostic. De la sorte, le consensus est grand quant au fait de ne pas diagnostiquer le refus de l'école, mais semble plus difficile à obtenir quant au fait de le diagnostiquer. Yamazaki et al. 1990 en conclut que le refus de l'école ne peut être considéré comme un trouble mais bien comme un symptôme. Nous ajouterons à cette revue de littérature japonaise un double apport de la sociologie qui nous permettra de resituer l'intérêt que nous pouvons accorder au phénomène de refus de l'école. Il s'agit d'un article récent de Yonyama, 2000, dans lequel sont analysées d'une part l'articulation du refus de l'école avec le burn-out des étudiants, et d'autre part les types de discours tels qu'ils sont énoncés par les adultes à propos de ce type de problématique. D'une part, l'importance du discours nous montre comment le phénomène de refus de l'école peut être un objet socialement construit. D'autre part, Yonyama associe le refus de l'école au burn-out des étudiants face à un système aliénant et très demandeur.
Les étudiants tenteraient de s'affirmer dans leur recherche de subjectivité. À une période où l'adolescent se construit et a besoin d'expérimenter, de s'identifier, et d'être reconnu en tant que sujet inaliénable et pas entièrement soumis à un système qui lui est extérieur et dont il a besoin de se détacher pour mieux y adhérer. Famille, école, société. Il apparaît que le système scolaire rigide et contraignant tel qu'il existe au Japon soit source d'effets néfastes en termes de morbidité. L'auteur définit le refus de l'école pour des élèves qui ne peuvent pas ou ne vont pas à l'école. Il l'articule avec l'épuisement qu'il constate chez un certain nombre d'étudiants. Il montre par là que le refus de l'école peut être aussi le résultat d'une trop forte pression des parents et de l'école auprès des bons élèves qui ont envie de réussir. Il n'est dès lors plus le seul fait de la paresse, de troubles intrapsychiques, d'environnement pathogène, de l'échec scolaire. Articuler refus de l'école et burn-out revient à ne plus considérer le refus comme une entité clinique, car c'est le rendre trop hétérogène, mais bien comme un symptôme qui peut relever de difficultés diverses et plus ou moins morbides. Nous argumenterons plus loin pourquoi le refus de l'école peut être considéré comme un symptôme que l'on peut situer sur un continuum dont les extrêmes représentent, d'un côté, de petites périodes normales de la vie scolaire, d'opposition, de remise en cause du système scolaire ou des enseignants, voire même d'écoles buissonnières, et de l'autre côté, une entité clinique morbide qui correspond aux différentes définitions déjà exposées et sur lesquelles nous reviendrons. I1.1.4. Que nous enseigne cette histoire ? Les différences entre écoles que nous venons de proposer n'induisent pas de jugement de valeur à l'égard de l'une ou de l'autre, mais nous permettent de situer et d'expliquer les différences d'approche. Naturellement, ces différences ne reflètent pas l'exhaustivité des études anglo-saxonnes, françaises ou japonaises. Il ne s'agit pas de signifier que toutes les études anglo-saxonnes sont descriptives, mais d'en montrer la tendance générale. Ainsi, les études anglo-saxonnes sur le refus de l'école portent sur la caractérisation d'un phénomène social, l'absentéisme scolaire. Le refus de l'école est un des types possibles de l'absentéisme non justifié, et sa particularité est qu'il a une explication psychologique. Cette lecture du phénomène s'accompagne rarement de l'utilisation d'un modèle théorique explicatif. Elle propose le plus souvent une description des faits, même si cette description utilise des termes tels que phobie, angoisse de séparation caractérielle. L'utilisation de ces termes se fait après la caractérisation dans un tableau clinique de différents types de sujets, caractérisation qui renvoie descriptivement aux critères définissant les entités cliniques en question. Lorsque des modèles explicatifs sont proposés dans ces études, ils renvoient à des explications d'ordre comportemental, attribuant au refus de l'école des fonctions particulières. Kearney et Silverman, 1990, Kearney et Silverman, 1993, Kearney, 2000. L'utilisation du refus de l'école dans une acception restrictive part d'une position différente dans la prise en compte du phénomène. Le refus de l'école n'est plus un type d'absentéisme mais un fait psychique, une position particulière et singulière à l'encontre de l'école. L'école française propose également une lecture basée sur le modèle théorique psychodynamique, ce qui induit une lecture différente des entités cliniques. Dans tous les cas, il s'agit de comprendre des types particuliers d'absentéisme qui se caractérisent par une forte angoisse ressentie. Last, Francis et al. 1987, Last et Strauss, 1990. Un milieu familial cohésif, peu hiérarchisé et étouffant retenant l'enfant. Berg, Nichols et al. 1969, Place Hulsmeyer et al. 2000. I1.2. Une notion hétérogène. Atkinson, Carrington et al. 1985, montre que le refus de l'école n'est que rarement étudié dans sa complexité. Dans leur article, ils mettent en évidence les critères qui permettent de distinguer les modes de refus et d'entrevoir leurs relations. Par exemple, ils citent les critères proposés par Berg, Nichols et al. 1969. L'enfant a des difficultés pour assister aux cours, qui se traduisent principalement par de l'absentéisme. Il éprouve de la contrariété face à l'école, qui est caractérisée par de l'anxiété-état. Il demeure à la maison tandis que les parents le savent. Il n'a pas de trouble antisocial significatif. Les deux derniers critères distingueraient le refus de l'école de l'absentéisme non justifié, école buissonnière. Pour faciliter l'analyse,
Les auteurs ont considéré comme symptomatiques les cas relevant de 3 critères observés. Ils ont de plus estimé que les critères 1 et 2 à un degré élevé pouvaient qualifier un refus scolaire. Ces critères renvoient pourtant essentiellement au refus d'aller à l'école. Il semble en effet que Berg et ses collègues ne prennent pas en compte les types de refus de l'école dans lesquels l'absentéisme n'est pas un critère essentiel. Enfin, Atkinson, Carrington et al. 1985, posent la question d'un syndrome unique avec une variété de symptômes ou une variété de syndromes avec un symptôme commun. Or, le refus de l'école peut s'avérer être un syndrome unique, dont l'objet principal serait l'école. Les manifestations seraient variées et traduites par les symptômes psychoaffectifs, anxiété, angoisse et des troubles comportementaux, absentéisme, opposition franche, passivité, difficultés scolaires. On lui supposerait dans ce cas une prégnance sur tout autre trouble, la problématique du sujet se focalisant sur son rapport à l'objet scolaire en lien avec le rapport à la loi qu'il impose, le rapport aux apprentissages qu'il propose, le rapport au savoir inconscient qu'il suppose. Mais comme c'est le cas dans la nosographie traditionnelle, DSM, le refus de l'école peut être présenté comme un symptôme, position particulière vis-à-vis de l'école, qui se traduirait dans une variété de syndromes, refus des apprentissages, refus d'aller à l'école, ou se manifesterait par différents troubles spécifiques, troubles anxieux, troubles phobiques, selon la gravité de la situation. Il semble que ces 2 positions soient défendables, et même complémentaires. L'exemple de l'anxiété l'illustre. L'anxiété est présente dans de nombreux troubles, troubles de la personnalité, troubles de l'adaptation, et en cela constitue un symptôme qui se retrouve dans une variété de syndromes. Or, lorsque l'anxiété est prégnante dans la problématique du sujet, il s'agit d'un trouble anxieux, un syndrome qui peut se traduire par des comportements phobiques, troubles paniques, autant de symptômes. I1.3. Peut-on proposer une classification ? Nous venons de voir combien la notion de refus de l'école peut être hétérogène. Or, nous avons vu également que nombre de typologies, de classifications ont été proposées dans le but de rendre lisible cette hétérogénéité, mais aussi dans le but de proposer des diagnostics différentiels à visée d'intervention. 5 critères mis en évidence par ces auteurs permettent de faire un tour d'horizon. L'importance du trouble, la source de la peur, le mode d'apparition des symptômes, l'âge et le sexe. L'importance du trouble est soulignée par Coolidge, Anne et al. 1957, qui distingue le type névrotique du type caractériel. Chez les 2 types, la mère est surprotectrice, anxieuse et déprimée, et encourage la dépendance, comportement que l'on retrouve dans une problématique d'anxiété de séparation. Le type névrotique est caractérisé par une arrivée soudaine du trouble, un comportement anxieux et attaché à la maison, et un fonctionnement social et intellectuel normal. Le type caractériel présente un trouble plus sévère et plus envahissant, avec notamment une peur du monde extérieur, une méfiance à l'égard des autres, une hypersensibilité et souvent des signes de dépression. Coolidge et al. 1957 ajoute que le premier type recherche une certaine forme d'autonomie par rapport à sa mère, mais dans le même temps en a peur. Cette position ambivalente déplace le conflit de la maison à l'école. Leurs pères du 2e type ressentent un tel besoin envahissant de se cramponner à leur mère, qu'ils sont peu enclins à appréhender la situation scolaire. Ersoff, 1960, distingue également 2 groupes quant à l'importance du trouble. Le premier groupe, type 2 de Coolidge et al., le groupe caractériel, est composé d'enfants timides, peureux, réservés qui présentent des difficultés d'expression qui ont des pensées négatives sur leur mère. Le second groupe, type 1 de J.C. Coolidge et al., le groupe névrotique est composé d'enfants qui ont une attitude d'opposition franche envers leurs parents, qui sont désobéissants, critiques, agressifs et péremptoires. Les 2 types sont dominés par la mère. Le type caractériel présente une peur de l'école signant la manifestation d'un trouble plus large. Ils sont phobiques et abordent le monde avec répugnance. Ces éléments lui permettent de distinguer 3 sources possibles de la peur d'aller à l'école. 1. Peur qu'il n'arrive quelque chose à la mère pendant l'école. 2. Peur du professeur ou des élèves. 3. Peur de l'échec scolaire. Waldron, Schreier et al. 1975 distingue également les types de refus en fonction de la source des peurs, telles que les interactions familiales qui se manifestent dans l'anxiété de séparation dans un contexte de relation d'hostilité entre la mère et l'enfant, telles que la peur à l'école,
de l'échec, de la perte de l'estime de soi, d'une menace contre l'intégrité physique, et enfin telle que la phobie scolaire classique résultant du déplacement de l'objet phobogène de la mère vers elle école. L'anxiété aiguë est caractéristique de la non-exclusivité de certains symptômes dans les différents types de refus de l'école qu'il est possible de différencier. En effet, Waldron et al. 1975 montrent qu'il est difficile de faire de ce dernier groupe un groupe distinct étant donné la présence de l'anxiété aiguë dans tous les groupes, notamment dans le groupe dont la source se situe dans les interactions familiales. Ils ne retiennent en conclusion que les 3 premiers types de refus, le premier et le troisième étant proches par leur problématique familiale. Il est difficile de construire une typologie fiable à partir de l'origine des peurs et des affects que peuvent présenter les élèves en refus. Cet argument est confirmé par Bowlby qui souligne la liaison entre l'anxiété de séparation et une crainte générale. Il précise que l'individu est naturellement prédisposé à ressentir des peurs. Cela deviendrait symptomatique lorsque le nombre de peurs, la diversité des sources, ce qui n'est pas toujours vrai, et leur importance, associée à un certain type d'anxiété, atteindrait un niveau pathologique. En deçà de ce degré pathologique, il est intéressant de questionner ce qui se passe aux degrés intermédiaires entre la gestion normale de l'anxiété et de la peur, s'il est possible d'en déterminer les critères, et l'envahissement des affects. Kennedy 1965, puis Atkinson, Carrington et al. 1985, amorce la distinction entre différents modes de refus de l'école en tentant de lier anxiété de séparation et étendue du trouble, mais conclut sur l'ambiguïté de cette relation. Le mode d'apparition du trouble est également un critère différenciateur du refus. Le mode chronique est lié à une personnalité anxieuse et renfermée, un trouble plus handicapant, plus envahissant, et une estime de soi négative. Le mode chronique caractérise également des enfants moins socialisés, moins intelligents, dans un fonctionnement névrotique, Coolidge et al. 1957, en comparaison avec le mode aigu. De plus, il existe des différences quant à l'âge. Coolidge constate que les troubles sont plus graves chez les adolescents que chez les enfants plus jeunes, tandis que Kennedy, 1965, montre que les plus âgés appartiennent au groupe caractériel avec un mode chronique d'apparition. Berg, 1970, ajoute que le refus scolaire qui survient durant l'adolescence peut engendrer un trouble phobique qui se prolonge à l'âge adulte. Le mode d'apparition serait donc plus aigu chez les enfants et plus insidieux chez les adolescents. Cette constatation est le résultat des problématiques posées par l'analyse et la prise en compte de ce que l'on appelle la crise d'adolescence, car beaucoup de signes de refus peuvent être interprétés comme des conséquences de la puberté et de l'adolescence. Atkinson et al. 1985, estiment de leur côté que l'âge et le mode d'apparition ne sont pas liés, de même que l'âge et l'origine de la peur. J. Bowlby propose le point de vue suivant. La confiance en la disponibilité des figures d'attachement, ou le manque, se développe pendant les années immatures et tend à persister avec des petits changements à travers la vie. Outre les difficultés inhérentes à l'hétérogénéité du concept de refus de l'école, les aspects différentiels témoignent d'aspects étiologiques, sources des peurs, soulignent l'importance de l'anxiété sous toutes ses formes. Les aspects environnementaux, développementaux et comportementaux sont relevés et nous rapprochent d'une classification multidimensionnelle. Atkinson fait référence au consensus clinique dans les études sur le refus de l'école, tandis qu'une étude empirique serait plus adéquate. Coolidge, puis Kennedy font la tentative d'une classification large mais qui nécessite des investigations plus approfondies. Nous l'avons néanmoins utilisée pour la modélisation, que nous présenterons par la suite. I1.4. Proposition de modélisation. Nous allons résumer dans ce paragraphe l'ensemble des travaux que nous venons de citer, à travers une proposition de modélisation du refus de l'école. Ainsi, la figure page suivante est construite à partir de l'analyse d'une sélection de textes déjà cités, textes qui nous ont semblé les plus intéressants. Nous avons figuré les différentes caractéristiques du refus de l'école, entendu ici le plus souvent comme refus scolaire, au regard des deux types définis par Coolidge et al. 1957, puis par Kennedy 1965, et selon un modèle factoriel théorique dont les axes représentent l'anxiété et le mode d'apparition. Le type 1 est le type névrotique et le type 2 est le type caractériel.
Les dénominations névrotiques et caractérielles sont le fruit d'une analyse comportementale et ne reflètent ainsi que la partie émergée de l'iceberg. En effet, la phobie scolaire peut présenter par exemple des passages à l'acte d'origine névrotique. Le comportement n'est donc pas, selon nous, le facteur le plus discriminant du refus de l'école, et il est nécessaire à ce titre de considérer les variables affectives. C'est pourquoi nous avons inséré, en italique, des ajustements afin de nous conformer au postulat théorique que nous défendons. Il en ressort que la distinction névrotique, caractérielle et relative, et nécessite une analyse plus approfondie. Figure 1, modèle théorique des modes de refus de l'école. À partir de ces critères, nous allons aborder ce qui nous semble le plus pertinent dans la définition du refus scolaire, tout en nous rapprochant des travaux des auteurs de l'échelle à partir desquels nous allons opérationnaliser ce concept. Kearney et Silverman, 1993, abordent le refus de l'école dans une approche comportementaliste en tant que mise en acte, absentéisme, et en tant que difficulté pour aller à l'école ou y rester. À cette prise en compte du refus à travers le comportement qu'il engendre, s'ajoute l'intérêt pour les typologies qui peuvent en découler, notamment la distinction entre le type névrotique et le type caractériel, Coolidge, Hahn et Hall, 1957. Ils ont utilisé l'échelle Child Behavior Checklist, qui définit des comportements spécifiques d'élèves ne permettant pas une distinction pertinente et adéquate du comportement du refus d'aller à l'école. Ils rejoignent Atkinson, Carrington et Hall, 1985, en précisant que les typologies existantes sont le fruit d'un consensus clinique et non d'une étude empirique et mettent de côté les interactions du sujet à son environnement, les variables environnementales, en se focalisant sur l'internalité. De plus, nombre d'auteurs mettent en garde contre les erreurs commises dans les recherches sur les refus de l'école. Difficulté de discerner le critère diagnostique primaire, c'est-à-dire d'entrevoir les facteurs fondamentaux qui entrent en jeu dans le refus de l'école. Insensibilité aux effets d'étiquetage, qui renvoie aux études faites à l'intérieur de structures qui ont déjà posé le diagnostic. Négligence de processus développementaux. Observation numéro 1, Lucien. Lucien est âgé de 16 ans. Il a redoublé sa 6e, et a reçu une aide spécialisée à l'école en primaire et en secondaire. Ses parents sont divorcés depuis 9 ans. Il vit la semaine dans un foyer, le week-end chez sa mère avec son beau-père et sa sœur. Son placement dans un foyer aurait pour motif ce qu'il appelle ses conneries, vraisemblablement des comportements violents ou déviants dans le milieu scolaire. Je me suis arrêtée sinon je me faisais renvoyer des cours. Sa mère est serveuse et son beau-père, âgé de 39 ans, est chauffeur de bus. Sa petite sœur de 12 ans est en CM2. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.